Bonjour. Aujourd'hui, nous traiterons le cas de l'acide éllagique. Nous étudierons son histoire, ses caractéristiques et ses propriétés. Comment a été extrait l'acide éllagique? L'acide éllagique a été isolé pour la première fois à partir de la noix de Galles par le chimiste français Henri Braconnot en 1831. Comment il a fait? Il a utilisé une méthode d'extraction à l'eau chaude. Cette technique consiste à faire bouillir la noix de Galles dans l'eau et ensuite filtrer la solution pour isoler la molécule. Maintenant, on utilise plus des fruits parce qu'ils sont de grandes sources d'acide éllagique. Les fruits qui en possèdent le plus sont les fraises, les framboises, les mûres et la grenade. Pour les légumes, on a aussi l'asperge, l'épinard et le chou de Bruxelles, qui sont une bonne source en acide éllagique. Voici à quoi ressemble la molécule d'acide éllagique. Son nom chimique, c'est 2,3,7,8 tétrahydroxybenzopyrano 5,4,3 CDE benzopyran 5,10 dione. Son nom commercial, c'est lui que j'utilise depuis tantôt, l'acide éllagique. Et la formule moléculaire qui nous indique la proportion des atomes dans la molécule indique qu'il y a 14 carbones, 6 hydrogènes et 8 oxygènes. Maintenant, on va regarder l'hybridation de notre molécule. Elle contient deux types d'hybridation, sp2 et sp3. Juste pour faire un petit rappel, un carbone sp2, c'est quand il a trois voisins, qui contient trois liens sigma, un lien pi, que sa géométrie est plane et que les liens sont distancés de 120 degrés. Pour un carbone sp3, c'est quand il a quatre voisins, que sa géométrie est tétraédrique et que les liens sont distancés à 109 degrés. Notre molécule possède 6 atomes d'oxygène sp3, 2 atomes d'oxygène sp2 et 14 carbones sp2. Donc, tous les carbones de notre molécule sont sp2. Donc, ça fait qu'il n'y a aucun carbone asymétrique parce qu'un carbone asymétrique, c'est un carbone sp3 qui contient un ou des atomes différents à chaque lien. Mais nous, nos carbones sont liés, sont tous liés par un lien double. Donc, ça fait qu'ils ont automatiquement trois voisins. Il n'y a aucun carbone asymétrique. Pour ce qui est de l'isomérie ZE6-trans, il n'y en a pas. Premièrement, parce que une grande majorité de la molécule est cyclique. Ça fait que les carbones ne peuvent pas vraiment tourner pour former des isomères Z et E. Et deuxièmement, les deux liaisons doubles qui sont en dehors du cycle, mais c'est des liaisons carbone-oxygène, alors que ça prendrait des liaisons carbone-carbone pour faire de l'isomérie. Pour les groupements fonctionnels, notre molécule présente quatre fonctions alcool et deux fonctions ester. Pour la polarité de notre molécule possède des liens polaires, des liaisons carbone-oxygène et oxygène-hydrogène. Comme on sait tout, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone et l'hydrogène, donc il va attirer les électrons vers lui, laissant des charges partielles positives sur le carbone et l'hydrogène. Si on se fie juste à ce principe-là, notre molécule devrait être polaire. L'affaire, c'est qu'on peut pas vraiment se fier juste sur les liaisons polaires pour déterminer si notre molécule est polaire ou non. Parce que si on regarde la molécule de l'acide allergique comme du monde, on s'aperçoit qu'en fait, toute la molécule est un système conjugué. Donc, tous les électrons sont projetés partout un peu dans la molécule. Ça va aller combler les charges partielles créées par les liaisons polaires. Au global, notre molécule est quand même stable puis pas mal moins polaire. Pour solubilité de la molécule. Malgré la résonance et la répartition des charges, on peut constater que la molécule se solubilise dans l'eau et les alcools, deux solvants très polaires. On peut conclure que l'acide éllagique est quand même une molécule un petit peu polaire. Elle ne se solubilise pas dans les solvants qui sont non polaires, comme l'éther. Maintenant, ça serait quand même cool de savoir les éléments qui nous entourent, à quel point ils sont constitués d'acide éllagique. On vous en a mis quelques-uns. Il y a les framboises et les grenadines qui ressortent du lot un petit peu. Ce sont des fruits, bien évidemment. Les fruits sont une très grande source d'acide éllagique. Ils contiennent environ 270 mg d'acide éllagique sur 100 grammes de produit. Il y a aussi les noix qui en contiennent un petit peu, les noix de pécan et les châtaignes. Là, il y en a un petit peu moins, mais ils en contiennent quand même un petit peu.
À droite, c'est seulement pour vous mentionner que l'acide éllagique se combine avec le glucose afin de former des élagitanins, qui est un composé qui est soluble dans l'eau. Donc, ça va vraiment faciliter l'absorption pour les êtres vivants. Pour les bienfaits et les méfaits de la molécule. Donc, on va commencer avec les bienfaits. Il y en a plein. Donc, l'effet sur la santé digestive. L'acide éllagique peut aider à améliorer la santé digestive en régulant le microbiome intestinal et en réduisant l'inflammation dans l'intestin. Cela peut aider à prévenir les maladies inflammatoires de l'intestin telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, ainsi que les troubles digestifs tels que le syndrome du côlon irritable. L'acide éllagique est un antioxydant naturel puissant qui aide à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. L'acide éllagique a aussi des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps. Ça peut aussi aider à maintenir la santé cardiaque en réduisant le taux de cholestérol dans le sang et en réduisant l'inflammation dans les artères. Elle peut aider à prévenir le cancer en inhibant la croissance de certaines cellules cancéreuses. Des études ont montré que l'acide éllagique peut aider à prévenir le cancer du côlon, de la prostate et du sein. Il n'y a pas vraiment de méfaits importants connus pour cette molécule. La dose fait le poison, comme toujours. Donc maintenant, les possibles effets secondaires liés à la surconsommation d'acide éllagique. Des doses excessives d'acide éllagique, notamment sous forme de compléments alimentaires, peuvent provoquer des problèmes de santé tels que des troubles gastro-intestinaux, des interactions avec certains médicaments, une sensibilité accrue au soleil et des effets néfastes sur l'absorption de certains médicaments. Lorsqu'il est question d'absorption des médicaments, plus en particulier, nous avons l'acide éllagique qui peut inhiber l'activité de l'enzyme CYP3A4 qui est impliquée dans le métabolisme de nombreux médicaments, y compris certains antihistaminiques, antibiotiques, certains antifongiques, certains antiviraux et certains médicaments contre le cancer. Parlant plus en détail du cancer, le cancer est une mutation génétique des cellules qui amènent des divisions désordonnées et qui les empêcheront de maturer et de mourir normalement. Les toxines environnementales ainsi que la génétique jouent un grand rôle dans la formation de cancer. Il est bien connu qu'il est possible de réduire les chances d'obtenir un cancer ou de développer un cancer par de bonnes habitudes de vie et une bonne diète. D'ailleurs, certaines molécules possèdent des mécanismes anticancérigènes, soit en prévenant la liaison de composés cancérigènes à l'ADN. Si on se concentre un peu plus sur le mécanisme d'action biologique anticancérigène de l'acide éllagique, on peut voir que l'acide éllagique bloque l'activation des molécules cancérigènes présentes dans les cellules. Les molécules ne peuvent plus réagir avec l'ADN et causer des mutations. L'acide éllagique va aussi stimuler les mécanismes biologiques favorisant l'apoptose, qui est un peu le suicide cellulaire, si on veut. Donc la mort contrôlée des cellules pour éliminer les substances cancéreuses. Pour sa propriété anticancérigène, l'acide éllagique bloquerait la protéine VEGF qui est essentielle à la croissance d'une tumeur dans le processus d'angiogenèse. Le processus d'angiogenèse, en fait, c'est l'accès au sang par la tumeur. Lorsqu'on regarde un schéma du processus d'angiogenèse, on remarque que la protéine VEGF est responsable d'une branche entière de son fonctionnement. En suivant la flèche rouge, vous remarquez que la branche est reliée directement au processus. Et si on limite la performance de la protéine, on limite donc l'efficacité du processus, ce qui va limiter la propagation du cancer. En résumé, les effets anticancérigènes de l'acide éllagique reposent sur 5 processus. L'induction de l'apoptose chez les cellules, la prévention de la prolifération des cellules, l'inhibition du processus d'angiogenèse, la diminution de la viabilité des cellules et la prévention de la migration des cellules et la prévention de la prolifération justement des cellules cancéreuses. Un autre aspect très intéressant de l'acide éllagique, c'est son pouvoir antioxydant. Cela signifie qu'il élimine les toxines de votre corps et protège contre les molécules nocives connues sous le nom de radicaux libres. Un radical libre, c'est quoi? C'est un atome d'oxygène qui possède un électron célibataire, ce qui le rend instable et donc plus réactif avec l'ADN, les protéines et les membranes cellulaires, ce qui cause du stress oxydatif. Notre corps produit naturellement des radicaux lors de réactions biochimiques et utilise les antioxydants afin de les neutraliser. Prenons l'exemple de la peau. Les radicaux libres créés par les rayons UV ainsi que les réactions biochimiques du corps provoquent le stress oxydatif. Il affecte alors la structure de la peau et cause un vieillissement prématuré de celle-ci. Des antioxydants comme l'acide éllagique sont alors utilisés afin de neutraliser les radicaux, protégeant ainsi la peau et donc diminuant le vieillissement prématuré. On parle de ces nombreux effets constamment avec ces processus assez compliqués, mais concrètement, comment est-ce que l'acide éllagique affecte le corps humain?
Eh bien, ici, nous avons un tableau qui résume certaines études cliniques que vous pouvez consulter en faisant pause plus en détail. Mais grossièrement, nous avons en fait une augmentation des performances physiques et de la capacité de régénération après un effort physique. Nous avons la diminution de maladies cardiovasculaires. Nous avons une augmentation de la qualité du sommeil et une diminution de l'insomnie. Nous avons une augmentation de la fertilité humaine, entre autres. Nous avons une diminution du niveau de sucre dans le sang. Pour résumer tous les sujets que nous avons vus aujourd'hui dans cette présentation, nous avons commencé par parler de la structure de l'acide éllagique qui est relativement simple si nous regardons toutes les molécules du royaume de la chimie organique. Prenons par exemple l'acide éllagique qui a 2 fonctions ester et seulement 4 fonctions alcool, ce qui est relativement simple. Ensuite, nous avons parlé du fait que l'acide éllagique se retrouvait dans plusieurs produits naturels, par exemple les petits fruits, les noix ou certaines plantes. Ensuite, nous avons continué en abordant les nombreux bienfaits de l'acide éllagique. Nous avons notamment parlé de ses capacités anticancérigènes, de ses capacités antidiabétiques, de ses capacités anti-inflammatoires, antioxydantes, cardioprotectives, neuroprotectives et hépatoprotectives. Nous avons surtout abordé ses capacités anticancérigènes et ses capacités antioxydantes. Finalement, nous avons conclu en abordant les nombreux bienfaits directs que l'acide éllagique avait sur le corps humain. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à revenir nous voir la semaine prochaine pour une autre vidéo.